Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc on va commencer tout de suite avec comme d'habitude les romans et après je vous ferai les graphiques. Sachant qu'en roman j'ai pas lu beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai lu essentiellement en audio et j'ai lu en fait deux romans en audio et deux romans en papier, donc du coup je vais vous présenter tout ça. Le premier roman que j'ai lu en audio, je vous le mettrai ici parce que je ne l'ai pas en physique, je l'ai emprunté à la médiathèque et je l'ai rendu. C'est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clements, c'est chez Lizzie. Alors, dans cette histoire, on va suivre Anna et Imogen, qui sont deux sœurs aux vies très différentes. Anna vit en Angleterre, là où elles ont grandi toutes les deux, à Brighton je crois, donc dans le sud de l'Angleterre, le long de la côte. Elle est en couple, elle travaille dans le marketing, elle a une vie plutôt tranquille, pas très loin de sa famille, donc de sa mère et son père et de sa grand-mère Viviane. Et Imogen, qui est une baroudeuse qui est partie s'installer en Thaïlande, qui a un talent pour la photographie et du coup assouvit son art dans les lagons de la Thaïlande. Sauf que un jour va arriver où Viviane va décéder brusquement et leur léguer sa boutique de crème glacée. Va s'en suivre pas mal de rebondissements comme vous vous en doutez parce que Imogen n'est pas du tout prête à rester en Angleterre. La jeune Anna est prête à tout pour perpétuer l'héritage familial. Elle va se former en Italie, à Florence. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé ça très frais. Beaucoup mieux que ce que j'espérais parce que quand on voit la couverture, ça fait... Je m'attendais à de la cheap lit, pour rien vous cacher. Et en fait, pas du tout. On est sur du contemporain, clairement. Un peu feel good, il y a un petit peu de romance vite fait, mais ça reste très soft. C'est beaucoup plus une histoire de famille et le lien en fait entre ces deux sœurs et comment ça va évoluer avec cette histoire de boutique en commun. C'est bien amené, c'est frais. Il y a vraiment un côté immersif au niveau des descriptions. Et les personnages sont ultra attachants, les personnages des deux sœurs et les personnages secondaires de cette espèce de petit microcosme qu'elles ont autour d'elles, des commerçants en fait de cette partie de l'acheter, qui sont vraiment très charmants en fait. Ça a été une bonne lecture. Le deuxième que j'ai lu aussi en audio mais que j'ai aussi en papier à la maison, c'est L'analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. Donc là c'est chez Pocket mais moi je l'ai lu dans la version chez Audiolib que je vous mettrai là. C'est l'histoire de Nombeko Mayeki, qui est une jeune femme noire qui est née dans le ghetto de Soweto en Afrique du Sud et elle a monté petit à petit les échelons en tant que gestionnaire de latrines du ghetto. Il y a vraiment tout un côté assez glauque au début quand même. Donc il y a ce personnage d'un côté et de l'autre côté on a les personnages de Holger, parce que c'est Holger et Holger, les frères, qui sont les fils d'un ancien royaliste qui s'est fâché parce que le roi n'a pas voulu lui adresser la parole et au final il est devenu républicain. Ils habitent en Suède et c'est comme ça que les deux vont se rencontrer. Enfin, ces personnages complètement aux antipodes vont finir par se rencontrer. Tout ça sur fond de thématiques nucléaires entre la Suède et l'Afrique du Sud et Israël aussi qui se met au milieu. Ça se passe dans les années 60. Il y a beaucoup d'histoires et de géopolitique de l'époque qui sont abordées dans ce roman, comme dans, pour ceux qui ont lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire du même auteur. C'est un peu le même principe, on est sur des trucs complètement loufoques. Prenez les trucs les plus improbables auxquels vous pouvez penser dans un roman, et ben Jonasson, il met tout ça dans un truc, il secoue et puis ça fait un roman. En gros, c'est ça. Et là, on est sur cette jeune femme qui va réussir à sortir tous ses compagnons de voyage des ennuis et elle-même par la même occasion. Et c'était pas forcément gagné d'avance. Moi, j'aime beaucoup le style de Jonasson et puis les versions audio chez Audiolib sont
très chouette parce que la mise en scène est intéressante, d'une part. Et puis les lecteurs sont, enfin là la lectrice en l'occurrence, est vraiment très immersive dans sa lecture. Moi le côté complètement loufoque me fait marrer. Après il faut aimer tout ce qui est en lien avec la politique et l'histoire contemporaine, parce que c'est quand même très très imprégné. Ils ont à parler avec tout ce qui se passe partout, ils ont un rôle, mais on n'en a jamais parlé, donc au final c'est vraiment le côté un petit peu Forrest Gump de ces romans-là me plaît assez en fait. Le troisième roman que j'ai lu, c'est L'incivilité des fantômes de River Salomon. C'est aux Forges de Bulquin. On est sur un roman de science-fiction qui se passe en huis clos dans l'espace, dans un vaisseau spatial immense, un vaisseau spatial cité en fait, sur plusieurs étages qui portent des noms de lettres. Donc on suppose qu'il y en a 26, mais on ne fait pas tous les étages dans le roman. On va suivre Aster, là encore une jeune femme noire, dans ce vaisseau où, en gros, plus la couleur de peau est claire, plus vous êtes dans les castes les plus élevés de la société, et inversement. Donc elle se retrouve bien sûr, elle est dans les bas niveaux, mais elle tente de s'élever grâce à son intelligence, et elle va pour cela. Donc elle est aidée dans son entreprise par le général chirurgien Théo, qui a des origines métisses, lui pour le coup, et elle va la prendre sous son aile. Lui, c'est le fils du commandant suprême, enfin du chef du vaisseau, donc fatalement il a des entrées partout, il lui facilite beaucoup la vie, mais elle est assez étrange comme jeune femme, on comprend très vite qu'elle a vraiment du mal à s'attacher aux gens. Elle a une forme un petit peu d'autisme qui la met en dehors des relations sociales classiques, on va dire. Et Théo, lui, on le comprend aussi au fil du roman, on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme. Il est, je dirais pas qu'il est asexuel, mais il n'est pas transgenre non plus. J'ai du mal à le définir en fait, ce personnage. C'est un personnage neutre de par sa façon d'être. Il est considéré par les hommes, notamment son oncle, comme une personne efféminée, et par les femmes comme un homme, enfin comme un personnage masculin. Donc c'est assez ambivalent en fait comme personnage. Voilà, une fois qu'on a ces deux personnages principaux, on a des personnages essentiellement féminins en personnages secondaires, quelques personnages masculins, très peu, et ils sont assez négatifs, voire carrément délétères pour les personnages, parce qu'on a des scènes de torture, il y a des scènes de torture, il y a des scènes de viol, il y a des scènes extrêmement dures dans ce roman. Et pourtant c'est décrit de façon complètement détachée et froidement en fait, parce qu'on voit tout des yeux d'Aster, et Aster n'a pas d'emprise, on a l'impression, pas d'emprise émotionnelle sur les choses. C'est compliqué, c'est un roman extrêmement complexe comme vous pouvez le voir, parce que le style est là pour vous perdre totalement. Il y a complètement des ellipses et ça part dans des contes, ça part dans des rêves, ça part dans des souvenirs. C'est complètement décousu à des moments, et puis à des moments ça avance super vite, on comprend pas pourquoi. Je suis assez perturbée, ça m'a perturbée en fait cette lecture, ça m'a pris du temps. Et l'histoire principale en fait d'Aster, qui va chercher à d'une part à s'élever dans la société, et d'autre part à trouver le secret, à percer le secret de sa mère, qui était une ancienne guérisseuse et une ancienne scientifique d'un génie assez certain, va essayer de percer ce qu'elle a voulu faire, en fait, ce que sa mère a voulu faire avant son suicide. Alors on ne sait même pas si elle s'est vraiment suicidée, il y a vraiment une énigme là-dessus. Voilà, un ovni, complètement, un livre ovni. Si vous aimez la SF, je pense que ça vous plaira, parce qu'on est vraiment dans un huis clos, il y a vraiment une société, un microcosme dans ce vaisseau qui est très très intéressant, et il y a plein de thématiques
sur l'oppression, sur le statut de la femme, sur la question de l'identité, l'accès à la santé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman, mais trop de choses. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très fourre-tout et on s'y perd très très vite. Donc je sais pas si j'ai aimé. J'ai dû aimer parce que je l'ai fini, donc voilà, ça m'a plu quand même, mais c'est perturbant. C'est une lecture assez perturbante et je la conseille pas à tout le monde. Je la conseillerais pas à tout le monde. Et le dernier roman, un petit peu plus où on respire un peu mieux, on va dire. J'ai lu Hugo de la nuit de Bertrand Santini chez Grasset Jeunesse. Donc déjà on parle de cette couverture qui est sublime. Puis Bertrand Santini, je vous avais déjà fait un point lecture sur Miss Pook et les enfants de la lune que j'avais adoré, donc là rebelote, j'ai vraiment adoré Hugo de la nuit. On va suivre le jeune Hugo qui a déménagé avec ses parents dans une colline qui se situe en Provence. Sur cette colline, il y a un cimetière et dans ce cimetière, il y a des fantômes. Ils vont essayer de l'aider. Il y a toute une histoire de complot au niveau de la ville dans laquelle Hugo et ses parents habitent, puisque le cimetière recèle du pétrole et que bien évidemment ça attise les convoitises. Les fantômes sont tous plus sympathiques les uns que les autres. J'ai vraiment aimé parce que la chute est assez surprenante. Franchement, il y a un moment où il y a un twist, on se fait mais ah ouais, ça vous retourne un peu la tête parce que bon, ok, il faut s'y faire. En fait, après passer ce twist là, c'est bon, on a remis les wagons dans le bon sens, mais enfin ça surprend vraiment. Et le style est comme toujours avec Bertrand Santini très tendre et ça se lit extrêmement bien. C'est assez drôle aussi. Il y a certains passages qui sont très drôles et voilà, c'est une bonne petite lecture. Je pense que c'est un livre que je me procurerais, parce que ça c'est une version médiathèque, mais c'est un livre que je me procurerais par la suite pour moi-même, pour pouvoir le relire, parce que j'aime énormément ce que fait cet auteur. Et voilà, c'est terminé pour les romans. Si les graphiques ne vous intéressent pas, vous pouvez vous arrêter là, parce que après il n'y a que des graphiques à vous présenter. Donc du coup, je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est le sculpteur de Scott McCloud à chez Rue de Sèvres. C'est une grosse bricasse énorme qui est dans les tons bleu-gris comme ça tout du long. Tout du long du roman graphique, on est sur des tons bleu-gris comme ça. On va suivre David Smith, qui est un jeune sculpteur assez torturé parce qu'il a un homonyme et au final, son homonyme a beaucoup plus de succès que lui. Ses sculptures n'ont pas du tout de succès, c'est une catasse, voilà, il n'arrive pas à percer. Quand un jour, son oncle ou son grand-oncle décédé, il le croise à un moment et il lui dit qu'il peut lui donner le don de sculpter à main nue quelque matière qu'il ait envie s'il accepte en contrepartie de mourir 200 jours après. Donc bien sûr, David accepte, sauf que entre-temps, David va rencontrer l'amour de sa vie, qui est actrice de rue. Il va tomber complètement fou amoureux d'elle. Ça va être compliqué parce qu'il y a des relations aussi avec son meilleur ami qui est aussi son agent qui va, entre guillemets, un petit peu le blouser quoi. Magnifique histoire d'amour. On voit les sculptures de David à des moments, c'est vraiment sublime pour le coup. Il fait des choses, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose, mais il fait des choses absolument sublimes de cet ordre là quoi. Et il fait tout à main nue, donc il faut qu'il fasse ça en cachette bien évidemment. C'est une très belle BD, ça se lit extrêmement bien, le rythme est assez soutenu mais ça se lit bien. C'est assez épuré au niveau des dialogues quand même. Il y a beaucoup de travail par contre sur les émotions, sur les visages. C'est très très bien fait. Si vous aimez l'art et un côté un petit peu malédiction, les malédictions, n'hésitez pas à aller voir cette BD, elle est très très chouette. J'ai ensuite lu Rouge Tagada de Charles Bousquet et Stéphanie Rubini chez Gulfstream. C'est Mot-Rumeur, Mot-Cutter, quelque chose comme ça. Là, on va suivre Alex, qui est une jeune fille qui
qui est en quatrième, qui va rencontrer Leila, qui est une nouvelle élève qui vient d'arriver, et elle va tomber amoureuse de Leila. Et c'est une très très belle histoire d'amour entre collégiennes, une histoire d'amour malheureuse, comme on s'en doute malheureusement, et sur l'acceptation, sur la quête d'identité, sur les choix difficiles entre amour, amitié. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette BD et c'est très frais, c'est très coloré. On est assez asymétrique quand même au niveau des planches. C'est assez disparate, hein. Il y a pas de, c'est pas des cases forcément à chaque fois. Il y a des patchwork comme ça. C'est très bien fichu. Moi j'ai trouvé ça très émouvant et très tendre, comme assez dramatique, mais très émouvant et très tendre comme histoire. Ensuite, j'ai lu encore une grosse BD. J'ai lu Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, de Jean-Christophe Devenay et Nouria Tamari chez Delcourt. Donc là, on va suivre Céleste, qui est une géante, recueillie dans la montagne par une famille de 6 frères. Et en fait, elle en a marre d'être dans la montagne. Au bout d'un moment, elle veut découvrir le monde. Elle part vers d'autres horizons et elle va vivre des aventures assez surprenantes. Elle va devenir princesse, elle va devenir guérisseuse, elle va rencontrer des sorcières, elle va rencontrer des sirènes. Enfin, c'est vraiment une magnifique aventure. Les graphismes, je suis moins fan, même si ça reste très coloré, ça reste assez classique, mais c'est le travail sur les visages. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais enfin, les visages sont spéciaux en fait. C'est ça qui m'a un peu perturbée, mais l'histoire est tellement prenante que franchement on s'y fait vite. Les graphismes on fait même plus attention en fait. Et les paysages sont très très beaux, donc ça vaut le coup d'œil. C'est une super aventure et un très très beau message sur la liberté d'une jeune femme en quête d'émancipation. Ensuite, j'ai lu un manga. J'ai lu le premier tome de Orange de Ichigo Takano chez Akata. Donc ça, j'en entends parler depuis un moment et je me suis dit que j'allais me lancer parce que c'est une petite série en 6 tomes. Dans cette histoire, on va suivre Nao qui est une jeune collégienne au départ et qui a une bande d'amis et elle reçoit un jour une lettre d'elle-même dans le futur, 10 ans après, qui lui dit ses regrets par rapport à Kakeru, qui est le nouvel élève de la classe, pour lequel elle a un petit faible. Et en fait, elle est tellement timide qu'elle a galéré à prendre contact avec ce garçon et à l'intégrer. Enfin, il fait partie de ses amis, mais en même temps, elle voudrait plus et elle n'ose pas. Donc, dans ce premier tome, c'est un peu les balbutiements de est-ce qu'elle doit suivre ce que la lettre d'elle-même dans le futur lui dit. On apprend aussi quelque chose d'assez dramatique sur Kakeru, justement dans le futur. Donc, est-ce qu'elle va réussir à ne plus avoir de regrets et surtout à changer le futur? On ne sait pas, je ne pense pas, mais après, on va voir dans les prochains tomes. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Par contre, les graphismes, je ne suis pas fan. Ça fait très vieillot en fait au niveau des visages. Les expressions sont assez parlantes, mais il n'y a pas beaucoup de décors. C'est assez simpliste en fait au niveau des visages. Mais l'histoire est intéressante, donc j'ai hâte de lire la suite des tomes. Ensuite, je vous présente les deux en même temps. J'ai lu le tome 8, La Sirène de Manhattan, et le tome 9, Abidjan-Nairobi Express de Echo Monde Miroir de Arleston et Barbucci chez Soleil. C'est une série que j'ai découverte il y a un petit moment déjà, il y a vraiment quelques années, et que j'aime beaucoup. Je la trouve sympa déjà. J'adore la colorisation de cette BD. Donc les personnages de Fourmi et Grace sont très jolis, elles sont très belles, esthétiquement parlant. Après, assez irréaliste, hein, on va pas se leurrer. Quand on voit les demoiselles, c'est pas vraiment, voilà, c'est vraiment les tailles mannequins années 50, les pin-up. Dans le tome 8, on va suivre une espèce d'enquête annexe
qui va se passer à New York. On va suivre un marchand de vin qui est décédé, comme dans tous les tomes, en fait, pour vous faire le laïus un peu de Echo, comment ça fonctionne. C'est Fourmi qui est dans le monde, qui est passé du monde de la Terre au monde d'Echo, qui est un espèce de miroir de la Terre. Donc c'est les mêmes villes, mais avec des créatures fantastiques, avec des espèces d'écureuils savants qui s'appellent des prochaunes. Et elle a une espèce de pouvoir qui fait qu'elle sert d'hôte aux personnes récemment décédées qui se servent de son corps et qui l'incarnent. Donc elle change carrément de... Elle change de coiffure, elle change d'attitude, elle change de voix limite quand ces personnes-là sont en elle. Et elle ne la quitte pas tant que l'affaire n'est pas élucidée. Donc là, elle va suivre un espèce de sommelier qui s'est fait assassiner dans la cave d'un restaurant où il travaillait. Et elle va essayer de découvrir avec Grace et Yuri, ses compagnons, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce sommelier a été assassiné. Donc on va découvrir un petit peu les bas-fonds et les égouts de New York. Et c'est assez drôle. Ce tome-là était assez drôle. Voilà, j'aime assez cette série. C'est assez comique et puis ça se lit extrêmement bien. Dans le tome 9, on part en Afrique, à Abidjan. Et on va avoir toute une inspiration sur les contes des griots. Avec des jeux de mots, jeux de mots sur les griottes. Merci. Pourquoi pas, hein, il y a franchement des fois j'ai fait bon, ok. Une espèce de légende qui tourne autour d'un prochone qui justement a subi une malédiction et a perdu tous ses poils à cause d'une plante. Et le problème c'est que cette malédiction frappe des prochones à travers le monde et du coup Fourmi est missionnée par le conseil du Vatichone pour aller enquêter. Et il y a tout un lien avec le 5e tome qui était vraiment assez sombre sur justement les différentes castes de prochones. Et là, on refait le lien avec cette thématique-là et j'ai trouvé ça très intéressant sur ce tome-là. Donc j'ai hâte de voir ce que le tome 10 va nous réserver pour la suite de cette intrigue-là. Et la dernière BD que j'ai lue, c'est un petit livre oublié sur un banc de Jim et Mig chez Grand Angle. Donc ça m'a été conseillé par ma médiathécaire. Quel conseil, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 2e tome parce que c'est une série en 2 tomes. On va suivre Camélia, qui est une jeune femme qui un jour va s'asseoir sur un banc et va trouver un livre. Dans ce livre, elle va, on va dire, trouver plein de références, des espèces de codes. Elle va penser aussi à un espèce de dialogue avec la personne qui a déposé ce livre. D'ailleurs, elle va le lire, elle va poser des annotations, elle va le remettre, pareil, le remettre dans le circuit, et elle va s'apercevoir qu'il va revenir avec des commentaires, et elle essaye de chercher la personne qui dialogue avec elle à travers ce livre. C'est l'objet de quelques quiproquos et de malentendus, c'est assez malaisant sur certains trucs. Il y a 2 personnages annexes à cette jeune femme. C'est sa collègue qui est une personne absolument imbuvable, je ne la supporte pas, et son compagnon qui est tout aussi imbuvable. On se demande d'ailleurs ce qu'elle fait avec, hein, parce que le type le plus inintéressant de la Terre et qui la valorise pas du tout. Je ne sais pas, je vais voir sur le 2e tome, j'ai hâte et j'espère que justement elle va trouver quelqu'un à la hauteur de ses espérances et de son imagination, parce que là on se dit que sa vie est quand même très triste. Les dessins sont assez classiques, je suis pas forcément très fan, mais l'histoire est très bien là encore, sur une histoire vraiment très sympa, et donc ça donne envie d'aller lire la suite. Par exemple cette scène là où elle prépare un super petit déjeuner à son copain et son copain, ouais, t'as vu mon dernier téléphone, toutes les fonctions qu'il y a dessus, machin. Ok. Voilà, donc ce genre de personnage, non, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, c'était ma dernière lecture. Je pense que je vais emprunter le tome 2 tout prochainement. Et voilà, c'est fini pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez lu certains de ces livres,
N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, si je vous ai donné envie d'aller les lire, n'hésitez pas à venir me le dire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!